Moi, je crois qu'il faut quand même dire les choses, franchement, il y a un problème d'éducation, parce qu'un tel je m'en foutisme autour des élections, ou alors on dit que la démocratie, c'est un self-service. On y va quand on en a envie et quand on en a besoin. Hein, c'est-à-dire, ah, tiens, là, j'ai besoin du conseil régional pour ça, alors je vais le voir. Mais le reste du temps, on laisse aller. Donc il y en a qui engueulent, entre guillemets, les électeurs. Vous engueulez les parents en leur disant, vous n'avez pas su leur inculquer. Non, parce que je crois que c'est plutôt le système d'éducation et de formation. Mais... La montée de l'abstention, c'est un marronnier médiatique dont on entend parler à chaque élection, avec toujours les mêmes discours clichés. Hein. Les abstentionnistes, c'est des cons ou des feignants. Ils avaient qu'à se déplacer pour voter au lieu de se plaindre. Et puis voilà, ça s'arrête là, il n'y a pas plus d'analyse, pas plus de faits, pas plus de chiffres, on n'a que du discours moral complètement débile. Alors si je fais cette vidéo, c'est parce que aux dernières élections régionales et départementales qui sont faites en même temps, on a eu une abstention record. 67% au premier tour, avec carrément 87% d'abstention chez les 18-24 ans. C'est assez énorme, et donc forcément ça a fait plus de bruit que d'habitude. Donc je fais cette vidéo une bonne fois pour toutes, comme ça je pourrais la reposter à chaque élection pour rappeler ce que je pense de l'abstention. Mais évidemment, plutôt que de faire du discours moral complètement débile comme on en entend partout à la télévision avec des injonctions à voter, je vais parler de faits et de chiffres. Mais je vous promets, ça va pas être chiant. Déjà, la première grande question, c'est pourquoi les Français s'abstiennent-ils massivement? Le premier facteur, selon moi, c'est que certaines élections sont trop opaques ou sans enjeu. Concernant par exemple les départementales qui viennent d'avoir lieu, beaucoup de gens ne comprennent pas le système de cette élection qui semble absurde. Déjà, pourquoi est-ce qu'on a des binômes et pas une personne? Et aussi, à quoi servent les cantons qui n'ont ni budget, ni compétences, ni employés? Et pourquoi plusieurs grandes villes et un département entier sont exclus de ces élections? Tout ça, en fait, beaucoup de Français le savent pas, et je vais pas y répondre ici parce que c'est pas le but de la vidéo, et c'est plutôt le rôle de l'État que de sensibiliser ses citoyens à ces questions-là en faisant de la vulgarisation et de l'éducation civique. Et concernant les élections sans enjeu, je pense que le meilleur exemple, c'est évidemment les élections européennes. Ces élections, elles servent à élire les eurodéputés du Parlement européen qui n'a aucun pouvoir, dixit son propre fondateur. Bonjour Monsieur le Président, merci de nous recevoir dans votre bureau, plutôt votre bibliothèque à Paris. Parlons un peu de l'actualité. On a entendu mardi soir Emmanuel Macron appeler les Français à ne pas céder aux extrêmes lors des élections européennes qui ont lieu dans 7 mois. Vous êtes un fervent européen avant l'heure. Est-ce qu'il y a un risque en vue de ces élections européennes? Non, mais il ne faut pas se tromper. Ce ne sont pas des élections très importantes. Pourquoi? Parce que le Parlement européen n'est pas très important. C'est nous, je dirais presque moi, qui avons créé ce Parlement en 1976. Son rôle est simplement de vérifier que les textes proposés par la Commission sont conformes au traité. C'est tout. Il n'a pas de pouvoir politique, il n'a pas le pouvoir de diriger l'Europe. Et oui, en fait, ce Parlement sert juste à enregistrer les décisions de la Commission européenne qui n'est pas élue, et il doit s'assurer que les décisions de la Commission européenne sont conformes au traité européen qu'on ne peut pas changer parce qu'il faut que les 27 États membres soient d'accord tous en même temps sur toute la durée des négociations, ce qui peut durer plusieurs années. Donc même si les États tombent tous d'accord par miracle à 27 en même temps pendant un laps de temps, et ben s'il y a un État qui change de gouvernement parce qu'il y a une élection et que ce nouveau gouvernement n'est plus d'accord, et ben toutes les négociations tombent à l'eau. Donc ce Parlement ne sert à rien. En plus de ça, les débats autour de chaque élection sont un foutoir sans nom qui n'aide pas à comprendre les enjeux, puisqu'on a des candidats qui se permettent de débattre sur des thématiques qui n'ont pas de rapport avec les pouvoirs du poste pour lequel on joue une élection. Par exemple, aux élections régionales, on a Jordan Bardella qui menait une liste pour la sécurité, la liste s'appelait comme ça, et qui arrêtait pas de parler de la question de l'insécurité, alors que les régions ne gèrent ni les commissariats, ni la gendarmerie, ni une quelconque institution de justice. Donc les régions n'ont aucun rapport avec les questions de sécurité. Nous ferons de la sécurité une priorité de l'action régionale, même si ce n'est pas dans les compétences, parce qu'il y a urgence.
Ça me rappelle les élections de délégués de classe en 6e où des candidats promettaient plus de frites à la cantine, alors que tout le monde sait que le seul qui peut décider de la ration de frites à la cantine, c'est Nicolas Sarkozy. Une double ration de frites, c'est la République! En plus de ça, la dernière double élection qui a eu lieu a eu un énorme cafouillage au niveau de la distribution des professions de foi, ce qui est quand même quelque chose qui permet à beaucoup de gens de savoir qu'il y a une élection, puisque cette fois-ci, la distribution des professions de foi a été confiée à une entreprise privée qui s'appelle Adrexo, et cette entreprise privée n'a pas bien distribué. Il y a eu des dizaines de milliers de gens qui n'ont pas reçu de profession de foi ou qui n'ont reçu celle que d'une des deux élections. Moi, ça a été mon cas, j'ai reçu que celle de la départementale, par exemple. Donc, c'est de la merde. Et dans certains coins, on a même retrouvé des tas de professions de foi non distribuées dans les poubelles. Et c'est pas du surplus, hein, puisque ces tas de professions de foi retrouvées dans les poubelles, dessus, il y avait bien des adresses de gens donc, qui ne les ont jamais eues. Ajoutons à ça que de plus en plus de gens travaillent le dimanche, ce qui n'aide pas à aller voter, et qu'en plus, y a eu des endroits où des bureaux de vote étaient fermés, comme par exemple à Marseille, où des bureaux n'ont pas pu ouvrir par manque d'assesseurs. Donc à partir de là, déjà, l'électeur moyen n'est pas forcément celui qui a été le plus défaillant dans ce système électoral. Mais alors vous pourrez me dire, oui, mais on peut voter par procuration, oui, mais. Et puis, les abstentionnistes, c'est rien que des feignants qui se préoccupent pas de politique et blablabla. Alors venons-en au vif du sujet, est-ce que les abstentionnistes sont si dépolitisés que ça ? Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a eu un mouvement politique qui s'est appelé les Gilets jaunes, qui était quand même pas rien dans l'histoire récente de la France. Eh bien, figurez-vous que 61% des gens qui se sentent gilets jaunes se sont dit peu intéressés par l'élection européenne de 2019. Et donc, une bonne partie des gilets jaunes étaient abstentionnistes, mais ils n'étaient pas dépolitisés pour autant. Le mouvement des gilets jaunes, c'est un mouvement authentiquement politique. Évidemment, d'autres gilets jaunes sont allés voter, notamment pour montrer leur opposition à LREM, en allant voter parfois pour l'AFI, qui a quand même fait 6%. Change de sujet. Ou parfois pour le RN. Et puis on peut se demander, est-ce que voter c'est vraiment un signe de politisation ? Et est-ce que s'abstenir est forcément un signe de dépolitisation ? Par exemple, on a des abstentionnistes célèbres comme François Bégodeau ou Coluche, qui sont des gens parfaitement politisés et militants. Et à l'inverse, on a des gens qui vont voter, mais qui ne se préoccupent jamais de politique en dehors des élections, voire même qui vont voter, mais sans même savoir pourquoi ils votent, et qui votent juste de la même manière que leurs parents, ou que leur mari, ou que leur femme, ou que leurs collègues, etc. Vous soutenez Macron ? Absolument. Et pourquoi ? Mais parce qu'il est beau. Il y a quand même toute une partie de la population française, et une partie de plus en plus grandissante, qui est parfaitement politisée, mais qui considère que voter, ça sert à rien. Tu dis que si les élections, ça changeait vraiment la vie. Il y a un bout de temps, mon colon, que voter, ça serait interdit. Si l'école, ça rendait les hommes libres et égaux, le gouvernement déciderait que c'est pas bon pour les marmots. Et ça devient de plus en plus difficile de leur donner tort, puisque depuis plus de 50 ans, on a une alternance de pouvoir entre centre-gauche et centre-droit qui mène exactement la même politique, c'est-à-dire de l'européisme, des privatisations, une baisse des budgets dans les services publics, un gel du salaire des fonctionnaires, la casse du code du travail, etc., etc. La même politique économique et géopolitique, avec parfois quelques maigres différences sur des points de détail ou des sujets très très particuliers, mais globalement c'est les mêmes tendances. En plus de ça, les abstentionnistes les plus âgés peuvent être des gens qui ont été trahis plusieurs fois. Par exemple, quand on a entendu Hollande faire ses grands discours... Je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Avant de faire des trucs comme le CICE ou la loi El Khomri,
Alors forcément, ça rend plus méfiant et on se dit que Mélenchon, même si on aime bien ses bons discours, on a quand même peur qu'il nous fasse comme François Hollande. Surtout que comme François Hollande, il se revendique de François Mitterrand. Et comme François Hollande, c'est un ancien maastrichtien. Donc forcément, on a des doutes. Et oui, parce que les politiciens pour lesquels on vote, parfois, ils font des choses qui vont à l'encontre de leurs promesses électorales. Je reprends l'exemple de la loi El Khomri, puisqu'elle est assez frappante, puisqu'en plus, elle est passée au 49.3. C'est-à-dire que même les députés pour lesquels vous avez voté n'ont rien pu faire contre cette loi, qui est quand même la loi la plus importante du quinquennat Hollande. Donc en fait, vous avez beau avoir réussi à faire passer des députés de l'opposition, ils n'ont servi à rien. Parce que sur la loi la plus importante du quinquennat Hollande, ils n'ont rien pu faire à cause du 49.3. Et donc, ce genre de mesures type 49.3 rendent l'élection législative inutile. Donc on se demande bien pourquoi les gens se déplaceraient pour voter pour cette élection. Mais à tout ça, les ayatollahs du suffrage diront à ces mécréants d'abstentionnistes que s'ils sont pas contents, ils n'ont qu'à se présenter. Après tout, ils ont le droit. Sauf que monter un parti, ça demande énormément d'argent, ça demande aussi énormément de temps, et il faut avoir dans ses rangs des gens qui soient spécialistes de plein de sujets différents pour écrire un programme. Et en plus, il faut des gens qui ont des compétences administratives, puisque créer un parti, ça demande beaucoup d'administration. Et malheureusement, dans les classes sociales les plus basses, beaucoup de gens travaillent 40 heures par semaine et n'ont pas forcément de temps à consacrer à tout ça, et encore moins d'argent. Et c'est en partie pour ça que la politique à haut niveau s'est professionnalisée. En plus de ça, le prix d'une campagne coûte de plus en plus cher. Par exemple, la campagne de Mélenchon de 2017 a coûté 13 millions d'euros. Et parmi les 5 premiers candidats à cette élection, c'était de loin la campagne la moins chère. Ajoutons à ça aussi le fait qu'il soit très difficile d'ouvrir un compte bancaire pour un parti politique lorsqu'on n'a pas beaucoup de relations. On peut prendre par exemple la tentative de Tatiana Ventose et Greg Tabibian de monter un parti politique qui s'est pris des bâtons dans les roues à cause de ce problème-là. En parlant d'argent, tous les deux, il y a quelques années, ça remonte à il n'y a même pas plus d'un an et demi, justement, vous deviez monter un mouvement. On n'a pas trop compris là ce qui s'était passé. Vous aviez l'argent pour aller plus loin, vous l'aviez pas. Il faut demander à la banque. Le nerf de la guerre, c'est ça. Le nerf de la guerre, les banques nous ont mis des bâtons dans les roues. C'est juste parce que n'importe qui, à l'heure c'est intéressant. Ne peut pas se présenter à des élections. Et c'est là, peut-être, qu'il y a... Attendez, excusez-moi de vous interrompre, Tatiana. Là. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Quand vous dites les banques nous ont mis des bâtons dans les roues, d'abord, quelle banque? Et ça veut dire quoi, vous mettre des bâtons dans les roues? C'est l'instant zapping, là, faut pas le rater. On est allé démarcher des dizaines de banques pour ouvrir un compte en banque. On n'a pas demandé de financement aux banques. On voulait se faire financer une campagne, low cost, bien sûr, par financement participatif. Voilà. Mais ne serait-ce que pour ouvrir un compte en banque dans n'importe quelle banque, vous passez la porte d'une banque, vous dites on voudrait lancer un parti politique, les banques vous disent non, c'est mort. Donc on vous a refusé d'ouvrir un compte en banque, c'était ça? C'était ça. C'est-à-dire les gens ont dit on n'avait pas d'argent. Toutes. Vous faites une liste de toutes les banques que vous connaissez et voilà toutes celles qui nous ont dit non. Il y en a une qui a fini par nous dire oui, mais c'était beaucoup trop tard parce que c'est comme par hasard. Voilà, et qui est la seule qui a bien voulu nous accueillir, quoi. Mais sinon, toutes. Et puis des fois, des vrais fausses joies, des gens qui sont allés jusqu'à dire oui, non, mais c'est bon là. Et puis après, non, en fait, c'est pas possible parce que c'est Gilbert, Machi, en fait, voilà. Et des trucs hallucinants. Donc, c'est ce que je disais. Donc, d'une manière indirecte, vous avez été victime de pression. Pour rejoindre sur la question de la démocratie, ça vous montre aussi que n'importe qui ne peut pas se présenter, même en indépendant, même en étant... voilà, il faut déjà être quelqu'un, il faut avoir du réseau, il faut connaître du monde et il faut sans doute aujourd'hui, à l'heure actuelle, fréquenter certains dîners. Voilà. Et puis si on veut apparaître dans les grands médias pour avoir un minimum d'audience, il faut être lisse sur pas mal de sujets, il faut avoir des relations et de préférence vivre pas trop loin de Paris. Dire aux abstentionnistes de se présenter eux-mêmes aux élections présidentielles ou d'autres élections, c'est oublier les conditions matérielles dans lesquelles vivent beaucoup de ces personnes-là. Si on remet en contexte, on voit bien que c'est impossible pour la plupart d'entre eux d'avoir une candidature sérieuse,
ou d'avoir des listes qui peuvent avoir un minimum de retentissement médiatique. Parce que quand on regarde un petit peu les enquêtes IFOP, on voit que les abstentionnistes, la grosse majorité d'entre eux, viennent de milieux où on a le moins d'argent, où on est le plus éloigné des grandes villes et où on a le moins de diplômes. Donc forcément, ça n'aide pas à faire de la politique politicienne via des élections. Le pire dans tout ça, c'est qu'il n'y a même plus d'égalité du temps de parole. Aux dernières européennes, le gouvernement Macron a mis en place ce qu'ils appellent l'équité du temps de parole. L'équité du temps de parole, c'est que on définit votre temps de parole par rapport aux intentions de vote dans les sondages. Intentions de vote dans les sondages peuvent avoir de grosses marges d'erreur quand même, je rappelle. Donc c'est complètement débile. Toute chaîne qui irait contre ce principe d'équité entre les candidats serait rappelée à l'ordre. Dans les faits, pour définir les fameux pourcentages de temps de parole, il faut prendre en compte 4 critères. D'un côté, la représentativité des candidats en particulier, les résultats du candidat ou de la formation politique aux plus récentes élections, législatives, présidentielles et européennes. De l'autre, la capacité à manifester concrètement son implication dans la campagne, les sondages issus notamment d'IFOP, Elab et Opinionway. En clair, plus le pourcentage est élevé, plus votre parti bénéficie de temps de parole. Pour RT France, ça peut vite être un problème, puisque si jamais on donne 15 minutes de parole à la liste Lutte ouvrière menée par Nathalie Arthaud, il faudra approximativement 6 heures de temps de parole pour la liste Renaissance, un parti qui a annoncé publiquement qu'il ne parlerait pas à notre chaîne pendant cette campagne électorale. Bonjour monsieur, nous vous remercions pour votre message. Comme communiqué publiquement, nous avons décidé de ne pas accréditer Russia Today et Sputnik pour cette campagne. Cette décision s'applique également aux invitations en plateau de nos colistiers et représentants politiques. Nous ne pouvons ainsi donc pas répondre favorablement à votre demande. Cordialement, l'équipe Renaissance. En plus de ça, on a vu aux élections présidentielles de 2017 que les petits partis n'étaient pas toujours invités au débat officiel des grandes chaînes télé. Ce qui est quand même problématique en termes de démocratie, hein. Et puis au final, est-ce que l'abstention, c'est si grave ? Bon, déjà, on dit toujours aux abstentionnistes que leur abstention ferait monter le score du grand méchant Rassemblement national. Bon, je vais vous expliquer pourquoi ce mythe est complètement foireux et bâti sur rien du tout de sérieux. Quand on regarde un petit peu le profil des abstentionnistes, on voit que la plupart d'entre eux, là, ils ont moins de 35 ans. C'est majoritairement des employés aux études courtes. C'est surtout des travailleurs indépendants et des professions intermédiaires et des chômeurs. Et c'est souvent des gens qui habitent dans des communes urbaines de province. Et les électeurs de Marine Le Pen, quand on regarde aussi les statistiques, c'est à peu près la même chose. À la seule différence que Marine Le Pen, en plus de toucher les 18-35 ans, elle touche aussi les 35-50 ans d'à peu près la même manière. D'ailleurs, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon ont des points communs dans leur sociologie, à la fois avec ceux de Marine Le Pen et ceux de l'abstention. C'est juste que chez Mélenchon, il y a une plus grande part de chômeurs et de professions intermédiaires dans ses rangs. Et en plus, Mélenchon, il arrive davantage à toucher l'agglomération parisienne. Et il a aussi un peu plus de diplômés de Bac+3 et a beaucoup plus d'étudiants. Et en 2017, quand on regarde les sondages, les abstentionnistes qui se disent proches des idées du Rassemblement national sont plus nombreux que ceux qui se disent proches des idées d'En Marche ou ceux qui se disent proches des idées du Front de gauche. Le sondage est de 2017, mais ils ont mis le Front de gauche au lieu de la France insoumise. Bon, ils ont dû rater une mise à jour. Donc les gens qui s'abstiennent ne sont pas forcément des gens qui feraient barrage s'ils allaient voter, hein. Ce sont des gens qui, pour certains, pourraient parfaitement voter Rassemblement national. Et c'est bien pour ça qu'à la dernière élection européenne, où l'abstention était beaucoup plus bas que d'habitude, le Rassemblement national a fait un meilleur score que d'habitude et est même arrivé premier. Donc, comme quoi. Alors, si voter ça sert à rien, ça permet de rien changer et que ça fait pas tant que ça monter le Rassemblement national, pourquoi est-ce que les politiciens et les intellectuels du système nous cassent les couilles avec l'abstention ? Eh bien, c'est très simple. Il y a 2 raisons. La première, pour les plus gros partis, ceux qui sont présidentiables et qui gagnent des élections au niveau local dans plein d'endroits en France, c'est la question de la légitimité.
En fait, ils tirent leur légitimité de ce suffrage universel, c'est le système démocratique, je vous apprends rien. Et en fait, dans ce système démocratique, on est toujours plus légitime quand on fait un score moyen avec très peu d'abstention que quand on réussit à, je sais pas, avoir 75% des voix, mais avec seulement 20% de gens qui ont été votés. Et sous le quinquennat Macron, la question de la légitimité se pose d'autant plus, puisque je rappelle qu'Emmanuel Macron, à l'élection présidentielle, qui est quand même censée être celle qui est la plus médiatisée et celle où les Français votent le plus, et ben non seulement il a fait un score très très moyen, mais en plus avec un très très haut taux d'abstention. Donc voilà, c'est de l'illégitimité au carré. L'autre raison, c'est la raison de l'argent, puisqu'en fait, plus vous avez de voix, plus vous avez de financement public venant de l'État pour votre parti. Donc forcément, plus il y a d'abstention, moins ça fait d'argent à la clé pour les partis, puisque c'est des votes potentiels en moins. Alors, faut-il rendre le vote obligatoire ? En fait, je ne vois pas tellement l'intérêt de le rendre obligatoire. Puis de toute façon, si on le rend obligatoire, on fait quoi ? Ceux qui ne vont pas voter, on leur fout un procès ? Ça va faire beaucoup de procès à faire, Je pense que la justice a autre chose à foutre. Ou alors sinon, faudrait mettre des mesures punitives automatiques, mais lesquelles ? Il faudrait peut-être rendre le vote obligatoire. Mais bien sûr. On n'est pas d'accord. Bien sûr, mais c'est le vaccin, puisque c'est le moins à la mode contre l'abstention. Alors évidemment, on ne va pas mettre d'amende. Je vous rappelle que le vaccin n'est pas devenu obligatoire. On ne va pas mettre les gens en prison s'ils ne votent pas. On va leur dire une chose très simple. Vous vous intéressez pas aux régionales, vous vous abstenez pour les régionales, eh bien vous manquerez les 2 scrutins suivants, la présidentielle et législative. Je vous assure que si on avait fait ça, on aurait 80% de participation ce soir. Mais évidemment, comme les Français sont obnubilés par les présidentielles, qui est devenu l'enjeu majeur, voire le seul, ils ont tendance à négliger le reste. Et ils ont tort. Ils ont tort. C'est important pour leur vie quotidienne, c'est important pour le civisme, quand on pense à tous les Français, les milliers de Français qui ont sacrifié leur vie pour qu'on ait le droit de vote. Eh bien, il suffirait de rendre le vote obligatoire avec cette punition douce et démocratique. Vous ne venez pas voter ? Vous n'avez pas d'excuse valable ? Ça, c'est le bâton. Est-ce qu'il faudrait carrément une carotte ? Non, mais oui, parce que, évidemment... Ah ouais, donc l'idée, c'est de punir les abstentionnistes en les forçant à s'abstenir. C'est complètement con, non ? Ou alors j'ai pas compris un truc ? L'autre question qui est souvent posée avec l'abstention, et ça vient beaucoup des abstentionnistes eux-mêmes, c'est faut-il compter l'abstention ? Alors pour moi, il faut faire un petit peu attention parce que ça peut potentiellement être une fausse bonne idée. Parce que, je vais rappeler un fait très simple, pour les partis, il faut au moins 1% des voix dans 50 circonscriptions ou dans un département aux législatives pour commencer à toucher de l'argent public du financement des partis. Et pour les élections présidentielles, un parti qui a plus de 5% des voix, il se fait rembourser 47,5% de ses frais de campagne. Et s'il est à moins de 5%, il ne se fait rembourser que 4,75% de ses frais de campagne, ce qui est nettement moins. Donc il y a une grande différence entre 4,9% et 5% aux élections présidentielles. Et donc si on rendait l'abstention comptée, ça fait que tous ces petits partis, ils auraient beaucoup plus de mal à atteindre la barre des 1% pour toucher du financement public des partis, et ils auraient aussi beaucoup plus de mal à se faire rembourser leur campagne présidentielle. Donc ça risquerait d'avoir pour conséquence que la plupart de ces petits partis se fassent couper les vivres ou n'arrivent même pas à se mettre en place puisqu'ils ne toucheraient jamais d'argent public et ne se feraient jamais rien rembourser, ce qui ruinerait davantage l'offre politique et donc ce serait un peu de la merde, quoi. Donc à mon avis, le compromis à ça, c'est que on compte l'abstention dans les résultats qu'on annonce dans les médias, histoire de montrer à quel point nos élus actuels n'ont aucune légitimité, mais concernant tout ce qui touche au fric, on continue le système actuel dans lequel on ne compte pas l'abstention dans les pourcentages des paliers à atteindre. Voilà, c'est ma proposition. Mais faites attention à ce que cette proposition de compter l'abstention ne soit pas reprise par un gros parti ayant envie de flinguer les plus petits. Déjà que les petits partis souffrent assez comme ça, on va pas en rajouter.
L'augmentation de l'abstention, elle traduit un vrai malaise politique populaire. Un malaise politique qui est dû à trop de trahison de la part des partis traditionnels et à une déconnexion de plus en plus grande entre les élites politiques et le bas peuple. Et c'est aussi lié évidemment à un verrouillage du système électoral et médiatique qui fausse de plus en plus la démocratie aux yeux des citoyens. Toi qui parles de nouvelle liberté, fier de l'argent que ton père t'a léché, tu cracheras ta haine sur nous pauvres Manuel, en répandant nos ghettos que tu nommes HLM. Tu veux que je vote pour te rassurer, tu veux que je vote pour me sécuriser. Je ne suis qu'un bulletin qu'on intoxique et qu'on glisse dans une urne. Je ne suis qu'un bulletin qu'on intoxique et qu'on glisse dans une urne.